Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parler des abbayes. Alors les abbayes sont bien connues pour être des lieux de silence, de méditation. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que beaucoup d'abbayes aussi sont des actrices économiques qui créent de l'emploi, direct ou indirect, et qui soutiennent des projets dans leur région. Alors pour explorer cet aspect moins connu, j'ai le plaisir d'accueillir le père Benoît Carniot. Bonjour. Bonjour père Benoît, vous êtes père abbé de l'abbaye de Lèves. Avec vous, nous aborderons notamment la façon dont les moines, les moniales ou les chanoines, comme c'est votre cas, concilient vie de prière et travail. Avec nous également Anne-Christine Hoth. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice de la fondation CIRIS qui développe justement des projets socio-écologiques pour le compte de l'abbaye de Lèves. Eh bien, vous nous parlerez tout à l'heure du travail de cette fondation. Mais pour commencer, je vous propose de nous rendre à l'abbaye trappiste de Scourmont qui produit justement la bière de Chimay, une bière trappiste bien connue et qui crée justement donc une activité importante économique dans la région. Je vous propose de découvrir tout cela en images. C'est un reportage de nos collègues Corinne Owen et Jean-Louis Gios. C'est au cœur de l'abbaye de Scourmont à Chimay que se brasse une boisson à base de céréales, de couleur ambre, dorée ou brune, la bière. Et nous avons enfin découvert le secret de son goût inimitable. Alors le secret, nous en avons deux ici à Chimay. C'est l'eau des puits sous le monastère, nappe phréatique. Une eau très pure, et il n'y a que la brasserie de Chimay et le monastère de Chimay qui utilisent cette eau. Deuxième secret, c'est la levure du père Théodore, isolée en 1947. Et c'est toujours cette levure-là que nous utilisons pour la première fermentation en brasserie et pour provoquer la seconde fermentation dans les bouteilles et dans les fûts. Ce qui veut dire qu'il n'y a que Chimay qui utilise cette eau et cette levure, ce qui constitue l'ADN de nos bières trappistes de Chimay. Et c'est ça le secret. Pour recevoir le label trappiste, la bière doit répondre à des critères assez stricts. Quels sont-ils? Exactement. Les bières trappistes ou tout autre produit trappiste qui possède le logo ATP, Authentic Trappist Product, il faut que la bière soit brassée dans les murs de l'abbaye ou dans son environnement direct, sous la supervision et le contrôle de la communauté monastique. Et plus de 80% des bénéfices des bières et fromages trappistes de Chimay servent à l'entraide sociale, régionale et internationale. On a appelé la première bière fabriquée ici hygiénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, eh bien, les moines sont arrivés en 1850 sur le plateau de Scourmont et ils ont brassé la première bière en 1862 pour raison de nécessité alimentaire. Il était plus propre à la consommation de consommer de la bière à cette époque-là que de boire de l'eau comme cela. Et donc, ils l'ont appelée la bière hygiénique. Et c'est la recette de la Chimay rouge, raison pour laquelle, en grande bouteille, la Chimay rouge s'appelle la première. Père Gérard, l'abbaye de Scourmont est connue pour ses bières, la bière de Chimay, mais c'est avant tout une abbaye cistercienne. C'est effectivement une abbaye cistercienne depuis les débuts, en 1850. Et les frères ont d'abord produit de la bière pour leur subsistance, pour avoir des revenus pour vivre. Ils n'avaient rien à ce moment-là. Mais depuis, cette production a pris une telle dimension qu'elle est pratiquement déconnectée des frères, si on peut dire, sauf la gestion générale par le père abbé et quelques frères. Mais nous-mêmes, comme frères, nous ne sommes pas impliqués du tout pour la bière, ni pour la production, ni pour la vente. Alors Saint Benoît parle de travail, il parle surtout de prière. Alors Saint Benoît parle surtout de prière, surtout de travail, surtout de la vie spirituelle, c'est-à-dire du retour des moines, des frères à Dieu. L'abbé doit suivre toujours le modèle que lui donne l'apôtre quand il dit... C'est cela qu'il importe dès le début de la règle. Et il dit, voilà, il faut retourner à Dieu dont on est revenu. Et pour cela, il donne quelque chose qui n'est pas du tout l'actualité, qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Il retourne à Dieu par l'obéissance. Écouter ce que Dieu nous dit et le faire.
L'abbaye de Scourmont fait vivre plus que les personnes qui sont au sein de l'abbaye. Exactement. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 200 collaborateurs pour les bières et fromages de Chimay ainsi que les autres entreprises qui font partie de la Fondation Chimay-Wartoise. Fondation dont les moines étaient responsables jusque dans les années 90. Et aujourd'hui, ils ont donné la responsabilité de ces entreprises à une fondation et à des personnes laïques. Mais ce sont toujours les moines qui sont au conseil d'administration et les décisions stratégiques, ce sont eux qui les prennent. Alors, en plus de ces 200 collaborateurs, il y a aussi du travail indirect. Il y a par exemple 140 producteurs laitiers qui fournissent, donc qui sont dans les 40 km aux alentours de l'abbaye de Chimay. Et ces 140 producteurs laitiers fournissent le lait de vache pour fabriquer les fromages trappistes de Chimay. C'est tout cela la mission, les valeurs que génèrent les produits trappistes de Chimay grâce à ce que les moines ont commencé à créer ici en 1850. Voilà pour cette petite visite à l'abbaye de Chimay, en particulier dans sa brasserie. Alors, Père Benoît, est-ce que c'est fréquent que les abbayes, les monastères ont une telle activité économique en Belgique qui crée des emplois? Est-ce que ça fait partie quelque part de l'ADN aussi des abbayes en général? C'est différent peut-être selon chaque ordre. Les cisterciens ont une insistance sur le travail manuel et donc ont des entreprises. En France, ils font des bonbons ou d'autres choses. Hein. Il y a même des bonbons à la viande dans une abbaye en France. Les bénédictins, ça dépend, mais ça peut être plus des travaux intellectuels. Quant aux chanoines réguliers, auxquels l'EF se réfère, c'est plutôt du travail pastoral, c'est plutôt le fait de s'occuper de paroisses d'enseignement ou d'autres activités au sein de la société civile. Donc les choses peuvent varier d'une abbaye à l'autre, mais c'est certain que chez les cisterciens, l'activité économique est importante. Alors évidemment, il n'y a pas que les bières trappistes, hein, comme la Chimay, la Rochefort ou l'Orval qui sont brassées dans les abbayes. On connaît justement aussi la bière de l'Ef. Mais voilà, cette bière de l'Ef n'est pas produite directement par votre abbaye. Il y a néanmoins un lien entre l'abbaye de l'Ef et la bière de l'Ef. Absolument. À côté du label trappiste, il y a un label bière d'abbaye que vous pouvez trouver sur un tas de bières, Grimbergen et d'autres. Et ces bières sont brassées en référence à une abbaye encore vivante ou en tout cas existante et au bénéfice des œuvres ou de la promotion culturelle, selon le cas, de l'abbaye dont elle porte le nom. Et il y a des critères légaux assez précis à ce sujet. Et donc, est-ce que la bière de l'Ef aussi permet de soutenir certains projets sociaux, comme vous venez de l'indiquer? Oui, tout à fait. Depuis longtemps, nous soutenons tout un tas de projets, mais nous voulions structurer les choses de façon plus ordonnée et professionnaliser notre intervention. C'est pourquoi nous avons créé, entre autres, la Fondation Ciris pour cela. Alors justement, j'en viens à vous, Anne-Christine Hoth, vous êtes coordinatrice de cette Fondation Ciris. En quoi consiste cette fondation? Voilà, quel est son objectif fondamental? Alors, les missions de philanthropie qui nous ont été dévolues par les chanoines est double. Une première, c'est d'accueillir et d'écouter les particuliers qui venaient déjà à la porte de l'abbaye et qui maintenant viennent dans un bureau avec une psychologue pour pouvoir être entendus. C'est un bureau social et on est ouvert pour les aides diverses, administratives, psychologiques, je disais tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est une première partie. Une seconde, c'est le soutien aux projets qui sont liés à nos missions au niveau de l'écologie, puisque nous sommes liés à l'abbaye. Et donc l'encyclique Laudato Si nous a beaucoup inspirés pour faire le choix des missions qui ont été imparties à la Fondation. Peut-être rappeler l'encyclique Laudato Si du pape François, donc qui parle d'écologie intégrale et qui appelle donc les chrétiens notamment à s'engager dans la protection du climat et de l'environnement. Voilà, mais à la fois avec la partie sociale, puisqu'il n'y a pas de crise, il n'y en a qu'une seule qui est à la fois sociale et environnementale. Alors, quels sont justement, quelqu'un a un projet par exemple, on vient chez vous pour le présenter, ça se passe comment concrètement? Il y a des critères pour retenir un projet ou l'autre?
Alors nous avons une grille de critères puisque nos missions sont relativement limitées sur un territoire aussi qui a été déterminé de 6 communes puisque c'était déjà des communes qui venaient frapper à l'abbaye et donc c'est 6 communes avec et autour de Dinan. Et donc voilà, on accueille évidemment toutes les idées, on les passe dans une grille de critères pour voir si elles collent ou pas à nos missions puisque l'objectif est vraiment de travailler ce changement de paradigme et donc on va soutenir les projets qui vont aller dans le même sens que celui dans lequel nous travaillons. Un exemple peut-être d'un projet concret que vous soutenez, qui a cet aspect à la fois écologique et social? Nous travaillons l'alimentation avec la mise en place d'un réseau qui s'appelle le réseau RADI, puisque c'est le réseau d'alimentation dinantaise et solidaire. Et donc, c'est de pouvoir soutenir la production locale, mais aussi dans cet accès financier, enfin, cette facilitation d'accessibilité financière au niveau de l'alimentation. On travaille aussi au niveau de l'énergie, de pouvoir sensibiliser les propriétaires, que ce soit des ménages lambda, mais aussi également des ménages à très bas revenus, pour pouvoir améliorer leur logement et pouvoir économiser aussi de l'énergie, par exemple. Et alors, je crois savoir aussi que la Fondation Osiris travaille en collaboration avec certains pouvoirs publics, certains organismes publics. Alors, on prend une place effectivement un peu d'animateur territorial, mais toujours, comme pour le bureau social, avec les services existants. On ne remplace personne, mais on vient plutôt créer des liens et remplir les trous éventuellement. Et donc ici, voilà, on va aussi servir de levier pour aller chercher des fonds européens qui serviront au territoire pour pouvoir monter aussi en compétences et en améliorant aussi ce territoire de 6 communes. Ben voilà, Père Benoît, c'est impressionnant ce que fait cette fondation. Est-ce que pour l'abbaye de Lèves, avoir suscité cette fondation, c'est lié quelque part à votre engagement, pas monastique justement, mais canonial ? Oui, nous, contrairement à moi, nous ne suivons pas la règle de Saint Benoît, même si je m'appelle Benoît. Nous suivons la règle de Saint Augustin, qui a une perspective assez différente, qui a été écrite dans un contexte différent. Et le but, c'est la préservation, la mise en commun des biens matériels, des biens spirituels, et de vivre à la façon des premiers apôtres, où il y avait une destination des biens à toute la communauté, mais aussi de rayonner, si nous avons vraiment beaucoup de biens, de partager autour de nous aussi, pour répondre aussi un peu à ce refrain qu'on retrouve régulièrement dans les discours du pape François quand il s'adresse aux religieux. Les biens des religieux ne sont pas les leurs, ce sont ceux des plus pauvres. Et donc, il faut pouvoir aussi partager ces biens au bénéfice direct ou indirect, parce que parfois, il ne faut pas donner directement, mais il faut changer ou organiser des structures pour que les pauvres puissent devenir moins pauvres, justement. Alors, avant de continuer sur ce sujet, je vous propose de nous rendre dans une autre abbaye, celle de Soleilmont, qui est également une abbaye cistercienne où il y a des moniales. Cette fois, alors les moniales là-bas ne brassent pas de bière, mais elles produisent notamment du pain, une production qui sert essentiellement, dans ce cas-là, à soutenir les besoins de la communauté et qui s'inscrit pleinement dans la vie monastique d'Esse. Regardez, c'est encore un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. C'est le petit matin, Soleilmont. Telle une ruche, l'abbaye est déjà en pleine activité. Il faut dire que les sœurs sont levées depuis longtemps. Chaque vendredi, plusieurs centaines de pains sortent de leur four et il est temps de les façonner. Dans ces bâtiments résolument modernes, elles sont 26 cisterciennes, âgées de 30 à 95 ans, à y partager une vie monastique qui s'articule autour de la règle de Saint Benoît. Une règle qui a traversé les siècles et qui va rythmer les journées des religieuses, aujourd'hui encore. Pourquoi avoir choisi de faire du pain ? Pour vivre, il faut le pain quotidien. Le pain, c'est quelque chose de très simple. C'est fait de grains, malaxé. Il faut un peu de sel, un peu d'eau. C'est simple. Et ça nous permet aussi d'avoir toujours du pain à donner à ceux qui viennent à la porte.
parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans la région. Alors, le pain quotidien, nous le partageons comme ça. Justement, est-ce que la fabrication des pains, la fabrication des biscuits suffit à entretenir l'abbaye? Oh, ça, je ne suis pas dans les comptes, mais ça ne doit pas être terrible, non. Ça dépend un peu. Surtout avec le Covid, là, ça a chuté quand même. Mais ce qui participera, c'est d'accepter une vie sobre. Chacune doit voir si c'est vraiment nécessaire, de limiter ses besoins, ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont futiles. On ne doit pas mendier, quoi. Mais on peut partager. C'est surtout ça qui est important. Et alors, comme on a fait une fondation en Inde, nous aimons les aider aussi à vivre. Donc c'est pour ça que vous voyez au magasin la vente des épices, des châles, etc. Ça peut les aider aussi pour qu'elles puissent partager là-bas, soulager la population, permettre à des jeunes qui sont pauvres de pouvoir faire leurs études, etc. Nous sommes ici pour louer Dieu et pour intercéder pour le monde. Ça prend des heures chaque jour. Donc vous savez qu'on a l'office 7 fois par jour. Donc à partir de 4 heures du matin. Et la dernière prière accomplie, ce sera à 19h25. Et entre-temps, bien, il y aura le travail. Mais la prière, que ce soit communautaire ou personnelle, a une grande place dans nos vies. Si on est ici, c'est quand même pour cette vie avec le Christ. Est-ce compliqué de trouver un équilibre entre prière et travail? Oh, c'est une question pour chacune, mais ça s'apprend, bien sûr. Il ne faut pas aller au-delà de ses forces, il ne faut pas présumer de ses forces, de ses connaissances. Mais aussi, il ne faut pas être paresseux, quoi. Il faut mettre les mains à la pâte, et puis on sent bien si ça va, si ça ne va pas. C'est une vie commune, on s'entraide. Cela fait 60 ans que vous êtes religieuse. Qu'est-ce que cette vie en communauté vous a appris? Oh, quelle question sérieuse, mais vaste, 60 ans. J'ai découvert la liberté. C'est peut-être paradoxal, dans un couvent, cloîtré. Mais vraiment, la liberté intérieure, la liberté d'être, de penser, d'agir, le sens de l'obéissance. Et voilà pour cette deuxième visite dans une autre abbaye. Cette fois, c'était celle de Soleilmont. Père Bonan l'a entendu dans ce reportage. L'obéissance, ça fait partie de la vie monastique. C'est le cas aussi à l'EF. Est-ce que pour vous aussi, comme disait la sœur, l'obéissance ouvre à la liberté? Oui, certainement, décentrement de soi. Et en suivant la règle de saint Augustin, nous sommes appelés à vivre une obéissance mutuelle. C'est l'écoute de l'autre. Parce que le but de la règle de saint Augustin, c'est que nous soyons tous ensemble un seul cœur, une seule âme, tendue vers Dieu. Et donc, il y a besoin d'écouter Dieu dans la prière, mais aussi Dieu qui passe par le frère ou la sœur avec qui nous vivons ou avec qui nous travaillons. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire aussi à travers la Fondation en écoutant le territoire, c'est-à-dire les gens qui habitent ces 6 communes, leurs besoins et aussi tout ce qu'ils peuvent avoir comme enthousiasme ou comme envie. Donc on l'a vu aussi dans les 2 reportages. Pour les moines, il y a prière, il y a travail. Vous disiez que vous n'avez pas de travail manuel, mais plutôt de travail pastoral. Mais est-ce que c'est facile, néanmoins, de concilier cette vie de prière, d'intériorité, avec des engagements à l'extérieur?
il y a un mot que nous utilisons fréquemment entre nous, c'est le mot tension. Tension entre la prière et l'action, mais c'est une tension qui est lieu de fécondité. Parce que s'il n'y avait pas cette tension, il n'y aurait plus vraiment d'interaction. Et donc, que serait notre travail s'il n'est pas inspiré par la prière? Que serait notre prière si elle ne nous conduit pas à travailler pour être au service des autres? On l'a vu aussi, chez les moines lémoniales, il y a 7 temps de prière par jour en communauté. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi à l'abbaye de Lèves? Comment se passe une journée type à l'abbaye de Lèves entre prière et autres activités? On commence beaucoup plus tard que les cisterciens. Vous levez plus tard? Oui, notre premier office est à 7 heures. Et donc, il dure 3/4 d'heure. Puis, nous avons le déjeuner. Chacun va à ses occupations. La messe est au milieu de la journée, vers 11 heures. L'après-midi est consacré également au travail. Et puis, nous avons les vêpres, le souper et les complis avant le repos du soir. Je vais vous poser la même question qu'on a posée à la sœur qui était dans la vie monastique depuis 60 ans. Je crois que vous n'êtes pas chanoine depuis 60 ans. Ça fait 37 ans. C'est déjà bien aussi. Qu'est-ce que cette vie canoniale vous a apporté? Est-ce qu'elle vous a transformé aussi et dans quel sens? Oui, je pense qu'elle m'a transformé, comme je suppose la vie transforme tout le monde. Mais certainement, elle m'a appris à être moins individualiste, à être plus à l'écoute, à être décentré, parce que centré sur Dieu, mais aussi centré sur les frères et tous ceux qui tournent autour de notre communauté. Anne-Christine Hoth, vous travaillez pour la Fondation Siris, qui est en lien avec l'abbaye. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de plus qu'un autre travail, le fait de travailler justement en lien avec des religieux? Ça influence votre travail d'une façon ou d'une autre? Oui, parce que nous sommes intimement liés. Donc, le conseil d'administration, ce sont les chanoines. La réflexion journalière, c'est aussi avec les chanoines. Et forcément, cette vie est imbriquée. Et donc, c'est une grande chance de pouvoir vivre et voir le monde aussi autrement, à travers des yeux qui ne sont pas les nôtres non plus, à travers aussi une mission qui a vraiment beaucoup de sens, et dans un milieu, en tout cas par rapport à nous, très bienveillant et où l'humain est mis au centre. Et ça, on le sent très fort. Père Benoît, bon, vous avez l'habitude de travailler avec des laïcs. C'est quelque chose qui vous apporte aussi quelque chose à votre vie religieuse? Ah, tout à fait, parce que je pense que si on veut éviter de tomber dans une forme de cléricalisme, il faut pouvoir travailler à égalité avec tout le monde, non seulement avec les laïcs au niveau des activités d'église, mais aussi avec la population, avec les gens de la cité dans laquelle nous sommes insérés. Alors, une autre question pour élargir un petit peu, pour mieux faire connaissance avec votre travail à l'abbaye de Lèves. Je sais que plusieurs chanoines aussi sont de temps en temps en paroisse. Qu'est-ce qu'un chanoine de Lèves, j'ai envie de dire, a de plus qu'un prêtre diocésain qui est en paroisse? Il y a aussi une spécificité, enfin de plus ou de différence. Ça fait partie aussi de quelque chose, de votre mission, de votre règle quelque part, d'être en paroisse? C'est un des débouchés possibles, c'est loin d'être le seul. Je n'oserais pas dire que nous avons quelque chose en plus que les autres. Je reprendrai volontiers, mais de façon plus large, pour la question du rapport entre les religions en général et les diocèses, la distinction que fait le pape François entre l'espace et le temps, et en disant qu'il faut donner de priorité au temps, sur l'espace. Je pense qu'il le dit parce qu'il est religieux. Nous, les religieux, sommes attentifs au processus, au tissage des relations humaines. Je ne dis pas que dans les diocèses ce n'est pas le cas, mais il faut bien reconnaître que les diocèses portent un poids du droit canon et des exigences du droit canon qui parfois oblitèrent un peu ces rapports humains et la question de mettre les gens ensemble pour former des choses qui sont un peu hors cadre parfois, mais qui portent l'Évangile. Est-ce que
les chanoines prémontrés apportent peut-être aussi une spiritualité particulière quand ils sont en paroisse? Ce fait du vivre ensemble, du collaborer ensemble, qui est au cœur de notre règle, ça c'est sûrement une marque de fabrique. Sans bien sûr exclure que les autres puissent aussi le faire, mais nous avons cette référence vraiment dans notre règle de vie. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Peut-être encore une dernière question à chacun d'entre vous. On a parlé de Laudato Si, de ce texte de François sur l'écologie intégrale. On fête les 10 ans du pontificat de François. Est-ce que ce texte, Laudato Si, ce projet d'écologie intégrale, ça vous parle en tant que chrétien? C'est quelque chose que vous essayez de mettre en œuvre aussi au sein de votre abbaye? Oui. Vaille que vaille, parce qu'il faut changer les mentalités, mais aussi nous avons l'héritage immobilier qui fait que nous ne sommes pas loin d'être aux normes du respect climatique, mais nous travaillons pour aller dans ce sens. Mais je pense surtout que c'est un grand vecteur pour l'Église, parce que ça la réincarne dans le monde et ça peut contribuer à créer une convivialité nouvelle entre l'Église et la société. Anne-Christine Hott, une question un peu similaire. Est-ce que Laudato Si, ça vous inspire aussi dans votre vie personnelle, bien sûr à travers votre travail, les projets que vous soutenez? C'est quelque chose qui vous touche aussi personnellement? Bien entendu, parce que y travailler tous les jours, c'est pas 8 heures par jour. Ça influe aussi forcément sur une vie personnelle, une vie familiale. On s'en imprègne et on essaye de l'incarner aussi pour être légitime aussi dans le message qu'on porte vers l'extérieur. Eh bien, Père Benoît, Anne-Christine Hott, un tout grand merci de nous avoir parlé de l'abbaye de Lèves, de la Fondation Siris, donc un exemple parmi d'autres d'engagement socio-économique et écologique de l'Église, des abbayes dans la société. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci aussi aux équipes de la RTBF de nous accompagner dans ces émissions. À très bientôt pour une prochaine.